Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 73e clé qui s'intitule les énergies. Alors il s'agit du troisième volet, de la troisième vidéo, du troisième chapitre en quelque sorte, qui s'intègre dans un périmètre plus large, à savoir les mondes invisibles pour lequel il y a 4 paliers, le premier étant les énergies, le second les égrégores, les archétypes, les entités, etc., l'au-delà et enfin les extraterrestres. Alors, revenons un petit peu, allons plus loin dans cette idée des énergies, pourquoi c'est aussi important, on a vu différentes perspectives. Aujourd'hui, on va plus aller dans tout ce qui est spiritualité, même au-delà, dans tout ce qui est mysticisme. Alors, sans répéter tout ce qu'on a dit au préalable, mais comme j'ai tenté de l'expliquer, le démontrer, que ce soit en perspective physique, dans la science, tout est énergie. Un corps est énergie, la nature est énergie, il n'y a rien d'autre que de l'énergie. Des énergies. C'est pour ça qu'Einstein avait dit ce que vous appelez matière, c'est de l'énergie dont les vibrations étaient grandement réduites pour être perceptibles à vos sens. Il n'y a pas de matière, c'est comme ça qu'il concluait. Alors, ça c'est extrêmement intéressant et important. Alors, allons un peu plus loin. Cette notion de vibration, comme je l'ai déjà mentionné, elle est très forte en spiritualité, mais pas que. Quand Tesla, grand scientifique, disait si vous voulez trouver le mystère des secrets de l'univers, réfléchissez en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. Pour lui, tout se résumait à ça. D'accord? Et comme je vous dis, quand on dit ça, on dit tout et en même temps, on dit rien. C'est comme de dire, bah oui, tout est énergie, en effet, mais ça apporte quoi au quotidien, dans la vie de tous les jours? Alors, ces notions de vibration, sans rentrer dans une forme de dualité, mais il y a des énergies hautes en fréquence et des énergies basses en fréquence. C'est un petit peu, si je devais résumer, ce qu'on appellerait le haut astral, le bas astral, bien que ce soit encore différent. Alors, les hautes vibrations, eh bien, ce sont liées à les énergies d'unité, c'est-à-dire ce qui vibre, qui est lumineux, ce qui est, on va dire, dans l'unité. Et les autres sont des fréquences plus basses d'aigreur, de segmentation, de fragmentation, de séparation, littéralement, de ce grand tout, de cette unité. Ok, donc c'est notamment ce qu'on a expliqué déjà dans une clé précédente, la fameuse expérience du riz ou de l'eau avec Masaru Emoto, pour lequel si vous orientez un discours, on va dire, de haine, de segmentation, de fragmentation, eh bien vous allez avoir si vous cristallisez l'eau, des représentations de schémas, de patterns qui seront disgracieux, qui seront disharmonieux. À l'inverse, si vous orientez des messages d'amour, d'intention, etc., eh bien vous aurez des magnifiques flocons harmonieux, etc., etc. Donc, étant donné que nous sommes formés de 70% d'eau, eh bien, il va de soi que vous cristallisez, quelque part, à travers vos émotions, à travers votre énergie, votre état d'esprit, etc., eh bien, vous influencez les vibrations de votre corps, ce qui, en quelque sorte, fait en sorte que, les gens le ressentent, donc vous apprécient ou pas. Les événements de la vie dans la loi d'attraction qu'on va voir juste après, eh bien, ça vous le rend bien, c'est-à-dire qu'en fait, vous attirez ce que vous vibrez, en quelque sorte, donc forcément, si vous êtes toujours dans l'aigreur, eh bien, vous allez avoir que des mauvais événements qui vont renforcer cet état d'aigreur où vous avez l'impression d'être toujours attaqué ou bien agressé et puis toujours être sur la défensive. Voilà. Alors, on a en anglais, alors je sais que ça ne fonctionne pas nécessairement en français, mais ça c'est le principe de la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, j'essaie de l'expliquer parfois et on me dit mais non, mais ça marche pas en anglais ou ça marche pas en français. Oui, c'est le principe de la langue des oiseaux, c'est-à-dire que chaque langue contient une part énergétique, mystérieuse, etc. Alors, sans rentrer dans ce débat-là, stérile, en anglais, en fait, quand vous avez le mot light, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, light c'est la lumière, mais ça veut dire aussi léger. D'accord, donc quand on dit unlighted, ça veut dire illuminé, hein, c'est la traduction directe, mais c'est vraiment cette notion d'ascension, c'est-à-dire qu'en fait vous élevez vos vibrations et vous êtes dans le rayonnement, alors que ce soit quelqu'un qui soit amoureux, qui soit harmonieux, qui soit content, etc., ça se sent, ça se transpire, ça se vibre et forcément ça invite davantage les autres à en faire de même et à vous inviter dans leur vie, etc., parce que vous êtes de bonne composition. À l'inverse, en anglais, matter, ça veut dire c'est la matière, et c'est aussi donc les basses vibrations, et aussi les problèmes. Donc,
c'est lié en fait. Dès lors que vous vibrez haut, eh bien, forcément, vous allez avoir un rayonnement qui sera différent. Alors, ces notions de force, y a forcément, je vous ai expliqué, ça c'est un principe binaire, manichéen, dualiste dans la physique. Dès lors que vous avez une force, il y a une force de réaction. D'accord? Ça, je vous ai expliqué, là, mon poids aujourd'hui, eh bien, il est compensé par une force de répulsion qui émane de la Terre. D'accord, il y a aussi une forme d'attraction de la Terre par la gravité, etc. Mais je veux dire, systématiquement, quand il y a une balance, quand il y a un équilibre, c'est parce qu'il y a deux forces opposées du même vecteur qui se compensent. Alors, pourquoi ça? Vous allez me dire, c'est de la physique, on s'en fout un peu. Non, en fait, c'est justement tout le principe de dualité, et je vous ai expliqué que dans individualité, il y a dualité. En fait, le principe de vie, je l'ai expliqué bon nombre de fois, mais c'est toujours bon une petite piqûre de rappel, c'est le principe de yin et de yang, d'accord? Le yin et le yang, ce sont deux oppositions duales entre une partie féminine, masculine, positive, négative. Alors, sans jugement de positif ni négatif, c'est comme une pile pour recharger un appareil électronique. La partie négative de la pile n'est pas méchante en soi, c'est juste une activation, voilà, de force. Alors, elle se cogère, se segmente. Quand vous regardez le yin et le yang, donc dans le Tao, eh bien, c'est ce que très peu de gens savent, c'est que le Tao, il est en mouvement. Il est véritablement, ça crée une dynamique, une dynamo en fait. Et donc, ces forces de dualité, en fait, permettent autant, par exemple, un trou noir qui absorbe tout sur son passage, il engendre à lui seul, donc une centre centripète qui se reclue sur lui-même, notamment même l'espace-temps. Il engendre nécessairement, par force de réaction, une force centrifuge qui a vocation à créer l'expansion de l'univers. Pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, c'est intéressant de le voir en perspective comme tel. Il n'y a pas, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et en fait, la dualité est nécessaire à la vie. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on viendrait, je préfère parler au conditionnel, mais on viendrait du grand tout, de l'absolu, de l'unité. On se fragmente, on se sépare de cette unité pour se séparer. Ok, je suis moi et tu es toi. Je suis ici et tu es là, etc. Dans l'espace-temps, etc. Donc on se fragmente. Pour, in fine, le but du jeu serait, en quelque sorte, de recouvrer, de retrouver justement cette notion d'unité à l'intérieur. Ok, on sait que la notion de conscience, la conscience s'expérimente, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, s'expérimente à travers nous pour se retrouver. Le magnifique, je vous en avais fait part en guise de conclusion, un hadith musulman dit, c'est Dieu qui s'exprime, j'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu par mes créations. Donc j'ai créé l'humain. C'est beau parce que ça sous-entend cette idée, cette aventure que on se fragmente au départ pour s'incarner dans la matière, mais c'est toujours cette image et cette métaphore de si vous êtes la peinture, d'accord, si vous êtes la peinture, le peintre, les personnages, comment vous faites pour vous voir? Vous pouvez pas. Hein, un peintre nécessairement a besoin de s'extraire, de faire un pas de recul, de côté, ou tout au moins de faire un pas, prendre 1 mètre de distance pour voir la vue d'ensemble et voir la perspective. Eh bien, c'est pareil pour l'existence. Donc, cette notion de dualisme, que vous l'ayez yin-yang, Ida Pingla chez les hindous, c'est pareil. Mais elle est nécessaire en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit parfois non mais il faut sortir de la dualité. C'est pas il faut sortir de la dualité. La dualité est nécessaire à l'existence. Exister signifie se séparer. Je l'ai dit à bon nombre de reprises. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est d'élargir sa perspective au-delà du champ de la dualité pour envisager une vision globale, holistique, apaisée. C'est-à-dire où on a neutralisé et avec plus d'envergure en fait, éventuellement. Alors, pour preuve de cette comment dire, dimension nécessaire dans tout ce qui est dualité, un simple exemple que j'ai déjà pris plusieurs fois. Les courants marins d'eau chaude, ok, et de froid dans ce qui crée le Gulf Stream, etc., dans les fonds marins, eh bien, si elle n'existait pas, s'il n'y avait pas si elle se neutralisait en quelque sorte, eh bien, ça casserait la dynamique
qui fait une dynamo, etc. Ça casserait la dynamique notamment du Gulf Stream, des climats, etc., etc. Et donc la vie ne serait pas possible sur Terre. Donc pourquoi je dis ça? C'est aussi métaphoriquement cette uniformisation, cette homogénéisation de la société aujourd'hui où l'hégémonie occidentale a quasiment gagné comparé à ce qu'on avait, moi je me souviens encore quand il y avait des polarités, quand j'étais gamin dans les années 80. Eh bien, et oui, je conçois et je peux concevoir que beaucoup de gens sont apeurés aujourd'hui de perdre, de se diluer dans une immensité où on est tous limite des clones, des moutons. Tout le monde s'habille, enfin les tendances, ne serait-ce que dans la mode, travaillant dans la mode depuis 20 ans maintenant, eh bien, la mode est internationale. Et on a perdu la notion de folklore, etc. Alors vous l'avez encore dans des pays, hein, tels l'Inde, le Bangladesh, au Pakistan, un peu moins au Vietnam. Vous l'avez quasiment plus en Chine, vous l'avez encore un peu à Bali, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est pas un jugement, mais je peux concevoir que les gens soient apeurés de se voir diluer dans une homogénéité qu'est la mondialisation. D'ailleurs, en anglais, c'est beaucoup plus fort, c'est globalization, c'est la globalisation dans le sens de rendre global. Et on sait par expérience, et c'est tout l'objet aussi de l'ouvrage de La dictature du bien, eh bien que la différence est nécessaire. Parce qu'encore une fois, être dans l'unité avec des gens que des gens semblables à vous-même, qui ont les mêmes pensées, etc., bah, c'est quand même plus facile. C'était notamment cette idée de c'est plus facile d'aimer un Dieu de perfection que d'aimer dans la différence le fruit de ses créations. Alors, poursuivons un thème vraiment important, enfin un point très important, ce sont les 4 éléments. Les 4 éléments qui sont connus en Occident comme étant l'air, l'eau, l'air, la terre et le feu. Eh bien, on en occulte un que on retrouve en Orient et qui est le 5e élément. Hein. Le 5e élément, c'est le chi, le prana chez les bouddhistes. Le chi, ça a donné l'activation du chi, c'est le qigong ou le tai chi. Chi signifie littéralement en mandarin énergie. En japonais, c'est le ki, raiki, ça a donné le raiki. C'est le même principe en fait. Le prana chez les hindous. Et on l'a aussi, à vrai dire, dans les piliers de notre civilisation, on va dire occidentale, notamment à travers les Grecs. Les Grecs, c'est l'éther. L'éther, E-T-H-E-R, d'où la métaphore et le jeu de mots de mon ouvrage, l'âme, comme une âme, l'âme or, trait d'union avec l'éternité. Il y a un H dans éternité, c'est pas une faute, bien entendu, il est entre parenthèses d'ailleurs. Donc, alors c'est quoi cette idée d'éther, c'est quoi ce 5e élément? Eh bien, ce serait une force subtile qui entrelacerait, qui interconnecterait tout à tout, du micro au macrocosme, c'est la notion de résonance. Ce serait comme un fil invisible, un fil subtil, un fil conducteur qui relierait tout à tout. Alors, Max Planck l'a plus ou moins évoqué quand il a dit « Toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. » Alors, si vous voulez, cette quête en fait du 5e élément, elle est primordiale parce que peut-être, ça c'est au conditionnel, hein, ces fameuses, je vous ai expliqué, 4% d'énergie de matière physique, 27% d'énergie noire et de matière noire, pardon, et 77% d'énergie noire. Eh bien, peut-être que ce serait contenu là-dedans. Et peut-être que ce serait ça, cette énergie de laquelle on peut en extraire énormément de choses, notamment qui permettrait l'abondance, la fameuse énergie libre, etc. C'est inconditionnel parce que ça, on n'est absolument pas sûr, on ne sait pas vraiment de quoi est composée cette énergie noire ni cette matière noire. Mais c'est intéressant d'aller là-dedans. Et si on reste dans une perspective du 5e élément, pourquoi il est si important le chi, etc. Eh bien, parce que dans les médecines traditionnelles, que ce soit chinoises, qui sont holistiques, hein, globales, du même ordre que ayurvédique, Ayurveda ça veut dire littéralement la science de la vie, eh bien la bonne santé s'opère grâce à une bonne fluidité du chi, enfin du prana ou du ki, peu importe, et souvent la maladie est liée
un manque en fait d'activation ou de fluidité de ces énergies qui ne circulent mal au final et qui seraient un petit peu de l'ordre d'une eau stagnante. Eh bien, une eau stagnante, si vous mettez, elle va commencer à sentir mauvais. Il y aura des bactéries, il y aura, ça va commencer à pourrir, ça puera, etc. Bon, ça peut amener pas mal de maladies. Eh bien, c'est le même principe. Allons un peu plus loin. Donc, je vous dis, cette énergie transcendantale du chi, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est partout, en tout et partout. Partout, partout. C'est pareil. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut l'activer en soi. C'est qu'elle n'appartient à personne, en fait. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur de votre corps, mais elle ne vous appartient pas. Ceux qui connaissent le Reiki savent que le praticien, eh bien, n'émet pas du chi. Hein. Il appose les mains et en fait, il se laisse traverser. En fait, il fait le vide. Il ne fait pas force de réaction, il fait pas résistance, hein, comme dans un circuit électrique. Il laisse passer littéralement cette fameuse énergie qui, sans jeu de mots, lui apporte à lui déjà, et puis ensuite, évidemment, à la personne pour laquelle c'est dédié. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment, pour moi, empreint de cette notion d'énergie libre et d'abondance en fait, parce que elle est accessible sans réserve, sans limite, à n'importe qui serait en mesure et à étudier comment l'activer. Alors, allons un peu plus loin aussi dans cette notion d'énergie. Je vous en avais déjà fait part relativement dans la partie de la dimension christique. Eh bien, en fait, le culte du soleil a toujours été présent sur Terre et on pourrait dire que le fossile des religions, des cultes, émane du culte du soleil. Ça, c'est un personnage qui a beaucoup travaillé et œuvré là-dessus. C'est alors Peter Donov et son enseignant, on va dire, mais c'est plutôt Omar Ivanov, qui est de plus en plus connu aujourd'hui, mais bon, pas tant que ça. C'est un Bulgare qui a vécu, qui a d'ailleurs vécu aussi en France, qui est francophone, et qui était un grand maître ascensionné, qui est un maître de sagesse, de transmission de la gnose chrétienne, etc., etc. Alors, il a dit la chose suivante: le principe universel est à l'origine de toutes les religions. Le symbole de cette religion universelle est le soleil. Toutes les religions viennent du soleil, elles sont des ramifications de la religion solaire. Avant que les humains n'apparaissent, le soleil était là. Alors pourquoi? Alors c'est pas de l'association. Pourquoi? Et notamment vous le retrouvez chez Akhenaton, le premier monothéiste. Pourquoi? C'est aux alentours de 14e siècle avant Jésus-Christ, Akhenaton. En fait, bon, à l'époque, il y a différents dieux, des néthers, ok? Il y en a 44 en Haute-Égypte, 44 en Basse-Égypte. Et il craint, en quelque sorte, il veut uniformiser plutôt pour que ce soit une meilleure compréhension. Donc il prend, entre guillemets, le dieu soleil, le dieu Aton, en disant, voilà, en guise de métaphore, eh bien, à la base, l'énergie, le soleil, c'est quand même ce qui permet la vie. Sans soleil, vous avez une nuit nucléaire, c'est-à-dire vous pétez 2-3 bombes nucléaires bien fortes comme il faut aujourd'hui, eh bien vous allez avoir un nuage nucléaire, donc la lumière du soleil ne pourra plus jamais passer, et vous en avez je parle même pas des radiations, vous en avez pour 5 ans avant que l'humanité soit décimée, parce qu'il y aura plus d'agriculture, etc., etc. Donc, pourquoi c'est aussi central cette notion? Quand vous avez les premières prières chrétiennes, les premières prières esséniennes, et même cette orientation vers Jérusalem, vers la Mecque, etc., etc., il se peut que ce soit plutôt une orientation vers l'Orient. Ok, l'Orient c'est quoi? L'Orient, c'est le Levant en fait, le pays du Levant. Le Levant c'est le Liban actuellement, mais en fait, on a toujours regardé, il y a eu des craintes de l'humanité, des sociétés primitives, que le soleil ne revienne jamais. Toute la partie dont je vous ai fait part de cette notion de 3 jours au solstice, où Horus et Seth se battent, etc., etc., eh bien, cette résurrection, eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe toutes les nuits, où certaines civilisations avaient peur que le soleil ne revienne plus, parce que sinon, eh bien, la vie n'aurait pu continuer à tourner. Alors, si vous voulez, dans cette idée, ça va un peu plus loin, c'est que cette quête de lumière, elle est essentielle. La quête de lumière, alors pas liée au soleil nécessairement, mais le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière. Sans la lumière, eh bien, vous n'avez pas la vie. C'est la mise en relief de la vie. Et au-delà, c'est aussi la lumière subtile de l'Aur. A-U-R ou O-R,
enfin Oer, c'est en français, mais Aour en hébreu, et pareil, c'est le pendant sémite en arabe, Nour, El-Nour étant l'un des 99 noms de Dieu, en islam j'entends, eh bien c'est la lumière subtile, pas des photons, mais la lumière subtile alchimiste, d'accord, que les alchimistes tentent en fait d'utiliser ou tout au moins de recouvrer. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que cette énergie subtile serait peut-être liée, notamment pour faire le lien avec cette notion d'éther. Alors allons un peu plus loin dans cette notion aussi des énergies, de la loi d'attraction. Alors on a déjà parlé. C'est quoi la loi de l'attraction? Eh bien, c'est une technique de visualisation en quelque sorte. C'est quoi? C'est de voir, de visualiser un scénario, une simulation, la ressentant, la visualisant comme réelle en s'y projetant. Et donc on active nécessairement, on active des courants énergétiques pour rendre plus réel ce scénario plutôt qu'un autre. D'accord, ou bien accéder à une forme de réalité. Chaque réalité serait coexistante et notre vibration ferait qu'on se projette ou pas dessus. En fait, c'est faire écho en quelque sorte à la notion quantique, alors sans aller trop loin ni être trop réducteur. La notion quantique, la conscience, est-ce qu'elle a une taille? Non. D'accord, donc pour la faire simple, la notion quantique, eh bien, c'est que dans l'échelle de l'infiniment petit, eh bien, comment dire, la réalité est à la fois, enfin, c'est pas qu'elle est à la fois, elle est onde de potentiel, ok, comme une vague, et elle est également particule. Elle est ni l'un ni l'autre. Disons qu'elle est un potentiel, un peu comme une sphère qui s'écroule sur elle-même. C'est ce qu'on appelle un effondrement quantique. Pour de tous les scénarios de la sphère, en quelque sorte, faire en sorte que ça tombe sur un état. Donc, ce que vous voyez au présent, c'est une accumulation de petits états, de petites particules qui s'est condensée, qui donne une illusion de continuum, de l'espace qui se dilue dans le temps et le temps qui fait de la distance entre chaque espace. Okay, sinon, on aurait, comme je vous ai expliqué dans l'espace-temps, que les 15 et 16, le présent, pouf, vous auriez tout d'un coup, eh bien, ce serait indigeste, ce serait un déluge informationnel, et donc voilà. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est pourquoi, sans le faire trop réducteur au niveau de la dimension quantique, il a été prouvé à travers notamment ce qu'on a appelé la fameuse expérience de la double fente de Jung, eh bien, c'est que l'observateur impacte le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. C'est que, eh bien, que nous soyons positifs dans quelque chose, ou que nous soyons sceptiques dans une perception, eh bien, peu importe, l'univers n'a pas de regard là-dessus, il active notre principe énergétique. C'est-à-dire que si vous êtes sceptique d'une expérience, eh bien, vous allez la co-créer comme telle. C'est-à-dire que vous serez réalisé dans votre scepticisme, ça ne fonctionne pas. À l'inverse, si vous croyez dur comme fer, et ça c'est toute la notion de nocebo, placebo, vata vata sophé de Jésus, etc. C'est ça en fait cette idée. Donc c'est extrêmement important. Mais je ne vais pas aller trop loin dans cette notion de quantique parce que c'est beaucoup plus complexe. Et puis, bon. Alors, la loi de l'attraction, pour la faire assez simple, c'est la notion de magnétisme. D'accord? Magnète, en anglais, ça veut dire les aimants. Vous, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, quand Bouddha dit ce que tu vibres, tu l'attires, ce que tu penses, etc. En fait, tout n'est qu'une question on attire à nous ce que nous vibrons. Bon, je pense que là, on l'a dit et redit, et je pense que c'est de plus en plus clair pour la plupart d'entre vous, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est cette notion vraiment, j'insiste, de magnétisme. La co-création aussi, important, la co-création. Pourquoi ce n'est pas une création simple? Parce que c'est toujours ambivalent avec la conscience. C'est la conscience individuelle qui co-crée avec la grande conscience, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, l'univers, la source. Et il n'y a jamais cette notion de, entre guillemets, de performance. Enfin, disons que c'est une invitation à ce que cela ne soit pas. C'est une activation du principe divin, en quelque sorte. Alors, l'abondance, c'est quoi? L'abondance, ça fait partie du principe que le bonheur, c'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce qu'on a. Alors, vous allez me dire, c'est cliché. Oui, mais ça fait quand même partie des bons basiques qui permettent que la vie soit pas si méchante et que vous fassiez pas des ouin-ouin, parce que on peut pas aller au restaurant toutes les semaines, on peut pas aller en vacances pendant 1 an et qu'on est interdit d'avion, etc. Bon, ça va, on a bouffé, et ainsi de suite. En fait, c'est ça. En fait, l'abondance, quand je dis ça, c'est
aussi de réviser éventuellement ses besoins. Les besoins, pour les avoir étudiés en psychologie, en sociologie, etc., les besoins de la pyramide de Maslow. Bon, il y en a 5 à la base, je n'ai réformé dans d'autres ouvrages jusqu'à 8. Une pyramide inversée. Mais les premiers, c'est les besoins physiologiques. C'est quoi les besoins physiologiques? C'est manger, dormir. Ensuite, c'est la sécurité. Et pas la guerre, vous n'avez pas peur, je sais pas, d'être battu, etc., etc. Et ainsi de suite. Ensuite, l'appartenance. Ensuite, quatrième, pardon, c'est le... c'est la reconnaissance, pardon, de vos pairs, d'autrui, des gens. Et le dernier, l'ultime, c'est la clé 57, se réaliser, c'est l'autoréalisation. C'est-à-dire que vous êtes satisfait de ce que vous faites. Pas par narcissisme, mais parce que vous êtes vous complaisez dans ce que vous réalisez. Et vous réalisez de facto. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que ça fait partie, en fait, dans ce nouveau paradigme, nous serons invités à cette sobriété heureuse, de laquelle parlait si souvent Pierre Rabhi, mais à juste titre. Parce que, est-ce qu'on a besoin de 12 bagnoles? Est-ce qu'on a besoin d'une garde-robe, je dis tout le temps, de 365 Bon, eh bien ça va à l'encontre, comme je vous ai présenté dans l'autre vidéo, du système boulimique qui veut toujours plus de plus. Mais regardez à titre personnel, je le dis tout le temps, inspirons-nous de la nature. Ça, vous le retrouvez dans tout l'enseignement du vieux sage, le grand-père, inspiré de mon grand-père, inspiré de Pierre Rabhi, inspiré de tous ces gens de la nature, de la terre, de mon voisin en Indonésie, etc., qui nous rappellent des choses essentielles. On a tous eu je sais pas, quelqu'un dans notre famille qui a une sagesse naturelle, c'est-à-dire, il te rappelle que ça sert à rien de gueuler sur un arbre, ça fera pas un meilleur rendement. Ça sert à rien de venir chercher, déterrer toutes les 10 secondes, toutes les 4 matins, bon, t'en es où, etc. Un peu comme vous auriez dans le management. Alors, t'avances sur ton projet, machin, t'y vas, et vous mettez une grosse pression à quelqu'un, gueuler sur un arbre, il va pas pousser plus vite. Autre point, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, jusqu'aux cieux. Donc, cette volonté de vouloir un système qui soit toujours en croissance, c'est une pure illusion dans un monde systémique qui est limité en termes de ressources. Mais si je veux aller plus loin, en fait, c'est cette idée, en fait, que on est invité aussi à revoir une vision plus qualitative que quantitative. Qualitative plutôt que quantitative. C'était la clé 44. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, est-ce que vous avez besoin de... Imaginez la vision du système. D'augmenter toujours par exemple, vos portions alimentaires, ok? Chaque mois, vous augmentez vos portions alimentaires et vous augmentez le nombre de repas. Donc vous allez très vite basculer sur des plâtrés de malades. Vous allez avoir 5 assiettes pour chaque repas et puis vous allez finir à 10 à 15 repas par jour. Est-ce que c'est faisable ça? Ben non, parce que c'est pas concevable en fait. Donc il y a un moment, cette illusion de croissance, on sera invité à repartir sur des basiques de vie plus qualitative. Voilà, à bon entendeur salut, à mon sens c'était important de remettre en perspective cette notion d'abondance qui est, d'ailleurs dans l'alchimie, il est dit, en termes métaphoriques, si tu cherches à faire de l'or, tu n'y arriveras jamais, si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as compris que tu es riche d'une autre sagesse et que tu es complet dans tu accèdes à une complétude et tu n'as pas non plus besoin de tant de choses dans ta vie, etc. parce que tu te complais là-dedans, etc., etc. Alors, c'est important ça, vous savez, quand on dit, Rabelais dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », eh bien, dans la spiritualité, c'est pareil. Et dans cette notion qui va être la nôtre, je pense que, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, que est-ce qu'on est prêt à avoir l'accès à l'énergie libre? Si c'est pourquoi? Si c'est pour abuser, faire, je vous ai dit, des patinoires dans le Sahara, ou bien, j'en sais rien, des stations de ski, pareil, bon, est-ce que ça a un sens? Je suis pas tout à fait sûr. Bon, bref. Bon entendeur, salut. Alors, le principe de visualisation, si vous voulez, il fait partie, on l'a dans le sport, les soviétiques l'utilisaient beaucoup, en fait, c'est tout simplement le fait de se mettre en condition et d'imaginer, par exemple, que vous sautez à la perche et que vous obtenez le record et vous avez le stade qui vous applaudit, etc., etc. Vous l'avez dans tout ce qui est développement personnel, coaching, tout ce qui est ce qu'on appelle de la préparation mentale, c'est-à-dire
si vous êtes stressé avant un examen, si vous êtes stressé avant une réunion, une conférence, etc., vous visualisez les gens, vous voyez que les mots sont fluides, coulent bien, etc., et que les gens sont enthousiastes, rigolent, sourient, vous posent des questions, vous vous sentez à l'aise. Eh bien, ça vous met en condition. Répétez un maximum de fois ce genre de principe, eh bien, permettent de vous mettre dans des conditions favorables, voire ou d'activer un principe, on va dire, de courant énergétique à vous orienter sur un scénario parmi tant d'autres. Alors, d'autres, je vais pas les refaire parce que ça, j'en avais parlé beaucoup dans la clé 38 sur la visualisation, tout ce qui est enregistrement oral, auto-hypnose que vous pouvez faire, je vous explique les techniques, etc. Vous pouvez vous enregistrer ou écouter ma voix et puis le personnaliser. Tout ça, c'est avant de dormir, par exemple. Bon, voilà. Alors, une vision plus mystique en quelque sorte dans la loi d'attraction, eh bien, c'est, je vous ai déjà évoqué, mais c'est bon, le bouddhisme, ce que tu vibres, tu l'attires, etc. Ce que tu penses, etc. Tu le deviens. C'est ce que l'on retrouve en fait dans le verset catholique 106 et également 48. Quand vous ferez les deux en un, vous deviendrez le Fils de l'homme, et quand vous direz montagne et une étoile, s'éloignera. Alors pour la faire très simple, c'est quoi cette, entre guillemets, ce mystère que vous retrouvez dans le secret, mais le secret, je trouve qu'il est quand même très orienté matérialiste, avoir la super villa, machin. Bon, ouais, ça c'est ma vision et ma perception. Mais en fait, le 2 en 1, c'est quoi? C'est de visualiser, en fait, de le conscientiser. Et par ailleurs, le 2, c'est de le ressentir à travers ses sens. Donc ses sens, ça veut dire son cœur, enfin ses émotions aussi, ses 5 sens, comme s'il était là, je le sens, je le touche, et aussi le 6e sens qui permet en fait de faire ce lien entre la conscientisation et l'intuition et la visualisation du futur. Et au-delà, de le considérer déjà comme étant déjà présent et de remercier dans la gratitude. Alors, je vous en ai déjà parlé, quand demandez, vous recevrez. Quand Neville Goddard explique le grand secret de la prière, c'est d'être pensé de manière passive, ou être une pensée plutôt que deux pensées, le verbe penser. C'est très riche ça, c'est très important. Quand il dit « fais ton rêve un fait présent en assumant le sentiment de ton désir déjà exaucé », ou quand il dit « changez de conception de vous-même et changez automatiquement le monde dans lequel vous vivez, n'essayez pas de changer les gens, ce ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes. Revalorisez-vous et ils confirmeront le changement ». Neville Goddard est un grand enseignant, pas connu, malheureusement, il le sera probablement dans quelques années. Et bon, en fait, toute cette idée de co-création, de visualisation, d'autoconditionnement, que ce soit la méthode d'hypnose, d'auto-hypnose, Coué, etc., pour ne citer que, Erickson, etc., eh bien, ça fait écho à soit le changement que tu veux voir dans le monde, ça fait écho à « fais de ta vie un rêve et de ce rêve ta réalité » du Petit Prince, ça fait écho aussi, cette citation que je viens de vous mentionner de Neville Goddard, ça fait écho aussi Prophétie des Andes, dans lequel la fameuse phrase de Balaam Shem Tov, si tu regardes ton voisin, en gros, il est un miroir de toi-même, il t'est montré ce que tu dois corriger et ou améliorer chez toi, etc., comment tu es en paix par rapport à ça. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, les prophéties des Andes, oui, ça rappelle bien que la conscience expérimentant à travers son individualité, elle nous rappelle à nous-mêmes ce que nous pouvons améliorer, etc., etc. Donc en gros, c'est primordial, c'est qu'on n'a rien à changer des autres, c'est plutôt nous qui sommes invités à être en paix avec notre philosophie par rapport au monde, et aussi soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça ne veut pas dire on attend que les choses arrivent et nous tombent tout cuit dans le bec. Non, c'est on fait des choses à notre perspective, notre envergure. Je vous invite à regarder à nouveau la clé de la transition, je crois que c'est la clé 71. Et c'est ça en fait, c'est ça la transition de la 4D vers la 5D, c'est en fait, c'est de ne rien attendre nécessairement des autres et de faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas, mais de faire, de réaliser des choses, des actions à petite portée, et de là, ça a un impact avec la résonance dont on a parlé dans la clé, dans la vidéo précédente. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à façonner le passe-partout de la clé des champs, de la clé des champs de conscience, du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut!